Merci de nous avoir rejoints pour cette grande première pour nous avec une conférence en visioconférence. Voilà, on est donc l'association pour le développement culturel en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire organise chaque année des conférences. Malheureusement, depuis pas mal de temps, on a des difficultés. Donc, c'est vrai qu'on ne s'était pas revu depuis le mois de juillet, je crois. Et donc, on a réussi, grâce au réseau Empreinte 74, qui nous a gentiment prêté son système de visioconférence, à pouvoir organiser cette conférence ce soir qu'on avait déjà prévue l'année dernière au mois d'avril et donc qui n'avait pu avoir lieu à cause du confinement et on l'avait replanifié cette année, malheureusement rebelote, donc on peut pas se voir en présentiel comme c'était prévu à la Maison du Fromage Abondance, mais du coup en visioconférence. Je remercie également le pôle culturel d'Abondance qui est co-organisateur de cette soirée et voilà, et tous les membres de l'association fidèles. Donc je vois les noms et pour quelques-uns les têtes ce soir. Donc merci à vous d'être là. Juste quelques petites consignes concernant le système de visioconférence. Par confort, je me permettrai, s'il y a trop d'interférences, de couper le son de ceux qui n'ont pas coupé, voilà, pour éviter que tout le monde entende ce qui se passe chez tout le monde. Donc, si vous pouvez couper le son, vous avez en bas de votre écran, normalement, au milieu, un bouton arrêter le son, couper le son, et un bouton arrêter la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour qu'on ne vous entende pas et éventuellement qu'on ne vous voit pas non plus, ce qui libère un peu de bande passante pour les autres participants. Donc, ce soir, donc le thème, ça va être la permaculture, comment créer l'abondance au jardin, avec Laure qui va nous expliquer un petit peu son projet qui va se présenter et expliquer son projet qui a un très joli nom, un jardin au paradis. Elle va nous raconter tout ça. On va, dans un premier temps, l'écouter et ce que je vous propose pour qu'il y ait un petit peu d'interaction, c'est d'utiliser le chat. Vous avez tout à droite, un bouton participant où vous pouvez voir donc toute la liste des participants, on est à peu près une trentaine. Et puis, vous avez un bouton chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Je les regarderai, les compilerai et me ferai votre porte-parole auprès de Laure tout à l'heure à la fin de son intervention. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions et qu'on relayera à la fin. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Laure et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci. Alors, merci, bonsoir à tous. Donc, moi, je me présente, donc je suis Laure Guibantif. J'habite à Aberlulin, dans la Vallée Verte. J'habite dans une ancienne ferme, petite ferme, qui fait 1 hectare, depuis 29 ans maintenant. Et je suis dans la Vallée Verte depuis 48 ans. Voilà. Donc je fais du jardinage depuis très très longtemps, depuis 31 ans maintenant. Et donc par passion, parce que c'est vraiment devenu une passion au fur et à mesure du temps. Et donc j'ai démarré le jardinage de manière complètement traditionnelle, hein, avec un léger labour, soit à la main en retournant la terre, soit une fois avec un tracteur, un agriculteur m'avait
gentiment proposé de me retourner le terrain. Voilà. Et en fait, je suis passée en mode permaculture depuis maintenant 17 ans. Et donc, j'ai cette pratique. Alors, permaculture, c'est un grand mot, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un mot qui est devenu un peu à la mode. On met énormément de choses là-dedans. Donc, je vais plutôt parler, moi, de pratiques agroécologiques, en fait. Voilà, c'est plutôt ce qui détermine, en fait, nos pratiques ici. Alors après, dans la permaculture, on a aussi une éthique, hein, de prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, partager les récoltes. Donc ça, c'est des choses qu'on suit ici. Et puis, il y a aussi des principes qu'on applique. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet des principes en permaculture, puisque c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout sur le net. En plus de ça, il y a des principes qui ont été établis par Bill Mollison, un des créateurs de la permaculture, au début des années 80. Et puis, il y a des principes qui ont été aussi établis par M. Holgreen, qui était un des co-créateurs de ce terme. Voilà. Dans ces principes-là, on va utiliser bien sûr tous ceux qui nous touchent le plus, et on n'est pas obligé, il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'essaye de démocratiser, on va dire, et de désacraliser aussi un peu ce mode de culture, ce fonctionnement qui finalement est à la portée de tous. Et on n'a pas besoin de faire des études très poussées pour pouvoir les appliquer. Alors bien sûr, c'est des choses qui s'installent avec le temps. C'est pas des techniques qui vont être miraculeuses dès le départ. C'est des choses qui s'installent vraiment. Voilà, c'est une espèce d'amélioration avec le temps. Et puis bien sûr, c'est des pratiques qui vont s'adapter en fait à toutes sortes de projets. Donc moi, j'avais pour projet de nourrir ma famille. Je suis musicienne de formation, donc j'étais pas vouée à être agricultrice. C'était vraiment plutôt une passion pour le jardin, etc. Et avec l'intention de nourrir au maximum ma famille, puisque j'avais du temps en journée, et puis j'avais à cœur de rester aussi à la maison pour m'occuper des enfants. Donc j'ai développé voilà, ces pratiques agroécologiques en même temps qui m'ont bien simplifié la tâche. C'est-à-dire que vu qu'on ne laboure plus, on ne touche quasiment pas au sol. Et donc déjà, ça fait beaucoup de travail en moins, un travail de force aussi qui est intéressant d'enlever, puisque quand on est une femme et qu'on veut avoir un grand jardin, c'est bien si on n'a pas besoin de retourner tout le sol, toute la surface. J'avoue. Et voilà, donc du coup, c'est des choses que j'ai mis en pratique pour vraiment dans un but familial. Donc, je n'ai pas souhaité être ni maraîchère, ni arboricultrice, voilà. Mais vu comme c'est une passion pour moi et qu'on a planté et planté et planté sans arrêt des arbres, voilà. J'ai beaucoup de fruits maintenant, beaucoup d'arbres fruitiers, un peu de tout âge, de toutes sortes aussi, puisqu'on essaye de mettre des plantes qui sont adaptées à notre climat montagnard. Voilà, pour avoir une multitude de choses, une grande variété de choses à manger en fait. Voilà. À côté de ça, donc j'ai un grand potager qui fait à peu près, je dirais, 500 mètres carrés, peut-être un peu plus j'ai une partie en plantes médicinales et aromatiques. Voilà, donc on est à peu près entre 500 peut-être 700 mètres carrés de potager, légumes. Et en fruits, alors on a plusieurs zones de vergers, soit vergers un peu comme on a l'habitude de voir avec des alignements d'arbres,
soit des vergers permaculturels, c'est-à-dire avec entre les arbres des plantations d'arbustes, de légumes perpétuels, de plantes diverses et variées, ou des zones de vergers agroforestiers, donc là où on a entre les rangées d'arbres, des cultures de céréales. Donc on cultive ici des blés anciens, seigle, et puis quelques céréales de temps en temps. Voilà, on a envie d'essayer de la voie nue, de l'orge, des choses. On a même essayé du riz. Donc ça, on aime beaucoup tester. Voilà. Donc voilà, tout ça s'organise dans des zones différentes sur le terrain. Et en 2018, j'ai décidé d'ouvrir mon jardin, vu que comme ça intéressait quand même pas mal de gens. Il y avait beaucoup de gens qui venaient voir mes pratiques, enfin, comment on évoluait ici. Et donc j'ai décidé d'organiser un peu des journées consacrées à mes pratiques, donc, où j'explique ce qu'on fait. Voilà, c'est des journées, ce que j'appelle initiation à la permaculture et aux pratiques agroécologiques. Voilà, donc ça c'est depuis août 2018, j'ai ouvert une page Facebook, Un jardin au paradis, puisque finalement c'est un jardin au paradis qui est cette terre. On peut vraiment en refaire un paradis, enfin, à mon sens, d'abondance et de poésie, d'harmonie et de beauté. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon but. Et donc, j'ai lancé cette première journée d'initiation aux pratiques agroécologiques, et j'ai sans arrêt eu des gens intéressés sur liste d'attente, etc. Donc depuis ce temps-là, j'en propose une par mois à peu près entre le mois de mai et le mois d'octobre, c'est-à-dire la période où il y a quelque chose à voir en termes de potager, puisque finalement les gens sont principalement intéressés par ce sujet-là. Et dans cette journée, donc on va balayer un petit peu toutes les comment les fonctionnements agroécologiques, les techniques qu'on pratique ici, la vie du sol, tout ce qu'on peut mettre en place en fait pour créer vraiment des écosystèmes qui sont durables et résilients. Voilà. Donc ça, c'est un peu le parcours général, on va dire, enfin, mon parcours depuis ce temps-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Moi, j'aime bien que Ça y est, c'est bon. quand je fais des conférences, j'aime bien que ça soit interactif. C'est-à-dire, et même dans les journées que je propose, c'est toujours un échange en fait. C'est-à-dire, vous venez avec vos questions, si je peux y répondre. Voilà. Alors, pour le moment, sur le chat, il n'y a pas de questions. Ouais. Alors, je ne sais pas, lancez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Par rapport à notre famille, en fait, on est une famille de 4. C'est vrai que dans l'intitulé de la conférence, donc on parle d'autonomie alimentaire. Et donc, pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est pas forcément avoir tout. C'est une autonomie en légumes et fruits qui peuvent pousser sous notre climat. Hein. Donc, bien sûr, je ne vais pas faire pousser ni des mandarines ni des bananes ici. Mais en termes de légumes et de fruits, on a déjà une énorme variété, une énorme quantité de variétés possibles à cultiver. Et c'est vrai que l'autonomie, on y est arrivé donc au fur et à mesure du temps. On ne devient pas autonome du jour au lendemain. C'est des choses qui s'installent avec le temps. Et vaut mieux commencer petit et puis agrandir au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vois une question. Oui. Voilà. Comment s'organiser avec un travail en parallèle? Cela semble prendre pas mal de temps. Alors effectivement, moi j'ai un travail qui est particulier, je suis musicienne. Donc c'est vrai que ça me laisse du temps. Après c'est un choix, je suis en couple. Donc mon mari travaille, il est salarié
Et moi, j'avais l'envie de retourner à la maison, en fait, pour m'occuper de mes enfants. Donc, ça veut dire que ben, le temps que j'étais ici avec les enfants, je pouvais aussi le passer au jardin, en partie. Et puis, c'est des choses qui se sont installées vraiment petit à petit. J'ai commencé avec un jardin tout petit, et avant d'avoir les enfants, hein. Et après, ça s'est agrandi. Voilà. Donc après, on peut adapter, en fait, tout s'adapte, tout est adaptable par rapport au temps qu'on a, au temps qu'on a envie d'y passer aussi. Pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est une passion. Je fais aussi de la semence à la semence, c'est-à-dire que je, je fais moi-même mes propres semis. Donc c'est vrai que moi, j'y passe beaucoup de temps. C'est-à-dire j'ai déjà commencé à m'occuper du jardin. J'y pense aussi l'hiver par rapport à l'organisation du futur jardin. Mais en fait, tout est adaptable. C'est-à-dire vous pouvez très bien commencer un jardin, avoir déjà des légumes et des fruits. Donc les arbres fruitiers, finalement, c'est des choses qui demandent peu de temps, puisque c'est des plantes qui vont avoir la possibilité de se débrouiller toutes seules, facilement, plus facilement que des légumes. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un projet de jardin et de travail à côté. Voilà, complètement. De plus, c'est vrai qu'on simplifie, avec ces méthodes, on simplifie le travail et du coup, on passe moins de temps, par exemple, au désherbage, on passe beaucoup moins de temps à l'arrosage. Et puis bien sûr, on n'a pas le gros travail de labour. Donc finalement, on est assez gagnant avec ces pratiques-là. Voilà, j'espère que j'aurai répondu un peu à la question. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, du coup, en parlant, je ne peux pas lire tout. Je pense que Alors, je vais relayer. On a une question sur le temps. Une idée du temps nécessaire pour s'occuper d'un tel jardin. Alors, c'est difficile, j'ai jamais quantifié mon temps passé au jardin. En fait, c'est plus par période. Donc, alors je vais parler de l'automne, puisque finalement, l'automne, c'est un peu pour nous une des périodes les plus importantes. C'est là où on va effectuer le paillage, en fait, hein. Donc, on va recouvrir le sol de matériaux qui vont le protéger. Donc là, c'est un moment où on va passer du temps à faire ça. Après, ça va bien sûr dépendre des surfaces. Ici, on va dire qu'en 2 jours, on aura paillé le sol. Après, ça va aussi dépendre des matériaux. Parfois, on le fait avec des feuilles mortes, puisqu'on a la chance d'habiter en lisière de forêt. Donc, on a des feuilles à proximité. Maintenant, on ne le fait pas chaque année pour pas non plus dépouiller le sol de forêt de ses feuilles, la forêt a aussi besoin de ces feuilles. Donc, on alterne avec du foin qui vient soit de notre prairie, qu'on fauche à la main, soit de foin qu'on achète en botte, puisqu'on a la chance ici en Val-de-Verte d'avoir encore des agriculteurs qui proposent des bottes transportables facilement. Voilà. Après, oui. Après, l'hiver, je ne fais pas grand-chose, hein, à part rêver du futur jardin, puisque le jardin potager, je repars chaque année sur carte blanche, hein, c'est des légumes annuels, donc je ne mets aucune vivace dans le potager, ce qui me permet d'avoir tout un tas de rotations possibles. Et voilà, donc ça c'est plutôt l'hiver, je vais réfléchir un peu à ce que je vais mettre, comment je vais réorganiser le nouveau jardin. Et c'est bien de repartir aussi, c'est sympa de repartir sur un jardin différent. Voilà. Après, il y a le printemps où là, j'ai commencé par exemple à partir de mi-mars, j'ai fait les premiers semis, donc les semis des légumes de chaleur, tomates, aubergines, poivrons, voilà, ces choses-là, piments, tout ça. Ça me prend pas énormément de temps. Et puis après, là, en ce moment, je fais du repiquage, donc je repique les tomates qui ont été semées en terrine et je les repique en godet séparément. Et donc, toute la partie avril jusqu'au mois de mai, début mai, je vais faire du semis, voilà, en godet.
Ensuite, arrivent les seins de glace, puis on passe les seins de glace, et là, on commence à s'intéresser à ce qu'on va planter dehors. Donc là, ça va me prendre, je ne sais pas, peut-être une semaine, où je vais faire mes plantations. Donc, planter les 500 mètres carrés de potager, avec les semis, bien sûr, en direct, et puis la transplantation des plantons. Et à partir de là, j'ai plus grand-chose à faire parce que finalement j'ai très peu de, donc j'ai pas eu ni désherbage, j'ai pas du tout ces choses qu'on fait normalement au printemps dans un jardin de terre nue. Donc je regarde pousser, je vérifie, ça va dépendre aussi de la météo. S'il pleut pas du tout, il va falloir quand même que j'arrose un minimum. S'il pleut de temps en temps, j'ai pas grand-chose à faire. Et puis, voilà. Puis après, je récolte au fur et à mesure des besoins. Et après, la grosse partie aussi du temps passé, c'est la transformation pour l'hiver, puisqu'on est en montagne et qu'ici, on dit qu'on a 5 à 6 mois où on ne va pas pouvoir cultiver. Donc, il va falloir faire des réserves. Donc, on fait toutes sortes de réserves, donc que ce soit en cave, des légumes dans du sable, des conserves stérilisées, on fait des jus, des conserves de fruits, de la congélation, des hydratations, lactofermentation, voilà. Toutes les méthodes en fait, qui nous permettent de conserver en fait, nos productions. Mais c'est difficilement quantifiable, voilà. Mais c'est vraiment par période en fait. C'est-à-dire que l'été, moi, je regarde pousser et je profite. C'est chouette. Ça semble susciter des vocations et on demande par quoi faut-il commencer. Il y a une autre question qui est un peu dans le même genre. Avec un jardin classique, comment passer à la permaculture en une saison? Et c'est le moment d'habitude, on retourne la terre à cette période-là. Ouais. Alors, par quoi commencer? Je dirais déjà commencer petit. Si vous n'avez jamais fait de jardin, déjà, peut-être que vous n'allez pas aimer ça. Et puis, en fait, de se mettre une charge mentale ou même de travail, alors qu'on a déjà beaucoup d'autres charges et beaucoup d'autres soucis, c'est peut-être pas, faut peut-être pas l'envisager comme ça. Il faut vraiment que ce soit un plaisir. Donc, en fait, ce que je dis, c'est on commence petit et puis on va mettre des choses qui nous touchent, c'est-à-dire qu'on aime. Voilà. Ça sert à rien de faire 2 hectares de pommes de terre si vous n'avez pas spécialement envie d'en manger pendant tout l'hiver. Et voilà, commencer par des choses qui vont vous donner envie, en fait, de vous en occuper. Donc, après, tout ça, c'est des questions, c'est bien sûr, c'est difficile d'y répondre quand on n'a pas le contexte. Est-ce que c'est une famille? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on veut manger juste une fois de temps en temps? Est-ce qu'on veut vraiment se nourrir complètement? Voilà, donc tout ça, c'est des questions à se poser au fur et à mesure du temps, mais toujours commencer par des choses qui vous paraissent faisables, parce que vous ne savez pas encore combien de temps vous allez devoir y passer et l'envie. Ensuite, pour la question par rapport comment passer d'un jardin classique à la permaculture, aux pratiques agroécologiques, alors l'idéal, bien sûr, ça serait de commencer à l'automne. Et c'est sûr que maintenant, vous allez me dire, ben oui, c'est malin, on est au printemps. Alors, il y a des solutions à tout, hein. C'est vrai que l'automne, je vous ai parlé du paillage qu'on fait. Donc, en fait, le paillage, c'est simplement des matériaux, on appelle ça carbonés, parce qu'en fait, c'est des matériaux secs. Donc, comme je vous ai parlé de foin, ça peut être de la paille, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des branches broyées, qu'on appelle le BRF, peut-être entendu parler. Tout ça, c'est des matériaux qui sont riches en carbone, en fait. Et on les met à l'automne parce que le carbone, pour se dégrader, enfin, la dégradation du carbone, va demander en fait à ce qu'il y ait de l'azote qui rentre en compte dans cette dégradation, et l'azote va être pris dans le sol. Donc en fait,
ça, c'est ce qui va faire l'humus. Voilà. Et l'humus, c'est là-dessus qu'on cultive, puisque finalement, c'est cet engrais naturel qu'on trouve partout dans les forêts. Et simplement, cet humus, pour se former, les bactéries, les champignons qui vont dégrader le carbone vont avoir besoin de cet azote. Et si vous mettez ces matériaux-là au printemps, carbonés, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une fin d'azote dans votre sol. Et donc ça ne va pas être très très bon pour les légumes que vous allez mettre et qui, eux aussi, vont avoir besoin d'azote pour grandir. Donc si on commence au printemps, donc il va falloir pailler, mais il va falloir aussi apporter de l'azote. C'est-à-dire il faut qu'on retrouve cet équilibre de carbone et d'azote. Donc on va ajouter des matériaux azotés qui sont soit des matériaux verts. Alors l'avantage au printemps, on a la tonte de gazon. Donc la tonte d'herbe peut très bien rentrer et est un des matériaux qu'on peut mettre dans le jardin, à condition de ne pas en mettre des couches trop épaisses, puisqu'après il y a une fermentation, puisqu'il y a beaucoup d'eau. Mais après, on peut mettre de l'herbe, on peut mettre des fumiers, si vous avez des chevaux ou si vous connaissez quelqu'un qui a des chevaux. Ça peut être aussi des fumiers de poules, enfin d'autres animaux, hein, moutons, chèvres, vaches. Voilà, donc c'est un mélange, il faut garder ce mélange carbone-azote. Voilà. Donc vous pouvez très bien faire par couches, hein, donc, une petite couche de carbone, une petite couche d'azote, enfin plutôt dans l'autre sens, plutôt une couche sur votre terre si vous partez sur de la terre nue, hein, puisque vous êtes parti en jardin traditionnel. Voilà, une couche d'azote, une couche de carbone. Vous pouvez faire même plusieurs couches si vous voulez. Si vous avez des matériaux, parce que vous allez voir que ça demande quand même pas mal de matériaux en quantité. Et donc on peut partir comme ça. Ok. On pose une question sur est-ce que vous vous êtes aidé de certains supports quand vous avez mis en route des livres à conseiller ou autres? Ah oui, il y a plein d'ouvrages, surtout maintenant, hein, c'est devenu un peu à la mode, hein, la permaculture. Il y a plein de choses qui sortent et tout. À l'époque, quand je me suis lancée, il n'y avait pas grand-chose encore sur le sujet, à part les livres de Bill Mollison et David Holmgren, qui s'appelle tout simplement Permaculture. Il y a un tome 1, un tome 2. Pour moi, avec la bibliographie qu'on a maintenant, je pense que c'est pas forcément. Alors, bien sûr, ça va vous parler des principes fondamentaux, des choses, mais c'est assez technique. Si vous n'avez pas envie de passer des heures à lire, c'est peut-être pas les meilleurs ouvrages, mais ils sont très intéressants néanmoins. Il y a aussi un livre d'un japonais qui s'appelle Fukuoka qui, lui, a écrit La révolution d'un brin de paille. Ça, c'est aussi un livre intéressant. Là, on n'est pas dans le, en fait, c'était un agriculteur, donc lui, c'était des grandes, il faisait de la céréale, il fait du riz, hein, donc c'est des pratiques agricoles, donc sur des grandes surfaces. Donc on est moins touché par ce livre si on veut savoir ce qu'on veut faire dans un petit potager. Maintenant, il y a pas mal d'ouvrages, je ne les ai pas tous lus, il y en a plein qui sont atteignables maintenant, enfin qu'on trouve partout. Il y avait une cassette, moi en tout cas à l'époque, il y avait une cassette VHS. Ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on voilà, qui était sortie, c'était les jardins d'Emilie Haslip, et donc qui est la première maraîchère qui a fait ça en France, et qui faisait du maraîchage. Elle était dans le sud de la France, donc elle a appliqué en fait les méthodes de Fukuoka au maraîchage. Et du coup, c'était très intéressant vu que le maraîchage, ben, si on ne veut pas en faire de manière intensive, ben, on tombe sur de la culture de légumes. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, donc j'ai commencé vraiment avec ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que vous avez plein de choses. Il y a des chaînes YouTube qui sont développées. On trouve plein d'ouvrages. Ok, merci. Où trouvez-vous les arbres locaux que vous plantez? Les arbres? Ouais. Ouais. Alors les arbres, alors il y a plusieurs choses. Soit donc j'ai deux pépinières. Alors je fais pas de publicité, j'ai pas de, mais en tout cas j'ai deux pépinières que je connais ici, chez qui je trouve des choses. Alors j'ai pas mal de variétés anciennes ici.
de poiriers, pommiers. Donc il y a la pépinière Bossu qui est pas loin. Donc dans un des principes, c'est on fait aussi avec ce qu'on a autour. Alors on a des pépinières ici en Haute-Savoie. Moi il y en a une dans le Bas-Chablais, pépinière Bossu, où ils ont des variétés anciennes. Il y a la pépinière Mesmin aussi à Poisy. Alors lui c'est un passionné justement de variétés anciennes. Et du coup on trouve énormément on a beaucoup de choix là-bas. Et donc, c'est vrai que je me suis pas mal servie dans ces deux lieux, même pour des choses qui ne sont pas forcément à la base acclimatées. Par exemple, chez Mesmin, j'ai trouvé une ancienne variété d'abricotier que j'ai mis ici, contre la maison, pour qu'il soit bien protégé. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne trouve pas partout, quoi. Voilà. Donc il y a eux. Après, bien sûr, en France, il y a plein de pépinières. On peut maintenant commander, bien sûr, par Internet. On peut recevoir ces plantes limite dans sa boîte aux lettres. Hein. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de pépinières permacoles. De temps en temps, je m'adresse à eux pour certaines variétés de choses qu'on ne va pas du tout trouver dans une pépinière classique. Voilà. Et puis aussi des porte-greffes aussi, parce qu'en fait, du coup, il y a énormément de variétés que j'ai ici, qu'on a greffées nous-mêmes. Et là, c'est un site d'échange qui s'appelle fruitier.net. Et là, c'est vraiment de l'échange de boutures, c'est-à-dire on est de particulier à particulier et on regarde les vergers des uns des autres. Et donc, c'est vraiment autour du fruit. Hein. Et je vais, donc chaque année, je fais des échanges comme ça, voilà, de variétés avec d'autres jardiniers. Voilà, donc ça c'est. Et puis bien sûr, il y a maintenant des trocs de plantes. Il y a plein de choses qui s'installent, qui se mettent en route et que je trouve vraiment super parce qu'on a moyen d'avoir des arbres pour pas très cher. Voilà. Et je trouve que c'est des bonnes pratiques, en fait. Et au niveau des légumes? Alors au niveau des légumes, j'ai plusieurs semenciers chez qui je me sers régulièrement quand je veux essayer des nouvelles variétés. Après, il y a pas mal de choses que je fais moi-même, vu que donc j'ai commencé par une variété que je vais acheter, puis après je vais la reproduire ici. Ça me permet d'avoir des légumes aussi qui s'adaptent et qui deviennent moins malades, un peu plus, enfin vraiment qui s'adaptent au terroir, au climat. Voilà. Alors, dans les semenciers vers lesquels je me tourne, il y a Cocopelli, qui est une association dont certains ont certainement entendu parler, puisque c'est des militants. Donc, voilà, on en entend régulièrement parler. Et eux, donc c'est vraiment une association pour la sauvegarde de la biodiversité. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de variétés. Donc, pour des gens passionnés comme moi, qui s'intéressent, qui veulent essayer de faire des choses un peu différentes, etc., c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses chez eux. Après, il y a la ferme de Sainte-Marthe qui est plus connue parce qu'on la trouve dans des commerces type botanique, gamme vert. Peut-être pas gamme vert, mais enfin, je sais plus, mais en tout cas, il doit y en avoir. Voilà. Et eux, ils font des semences aussi de variétés assez différentes, anciennes. Voilà. La ferme de Sainte-Marthe, ça va être quasiment, je crois, je sais pas, j'avance ça, je suis même plus sûre, c'est quasiment que des variétés inscrites au catalogue officiel. Hein. Après, vous savez que sur la semence, il y a des lois qui permettent de protéger les semenciers, qui font qu'on ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut, et en tout cas pas toujours tout ce qu'il y avait avant. Et des fois, il faut se tourner vers des associations comme ça qui nous permettent de retrouver des variétés qui ont disparu complètement et des étals et des semenciers plutôt classiques. J'ai retrouvé par exemple une variété de haricots qui s'appelle le crochet de Savoie, qui est une très ancienne variété et qu'on ne peut pas trouver, on trouvera nulle part ailleurs, à part si on fouille chez ce genre de semencier. Après, il y a donc en Suisse, il y a Sativa,
qui fait aussi pas mal de choses. J'essaie de réfléchir. Il y a Graines del País en France aussi, donc eux, ils sont dans le sud-ouest. Il y a Germinance. Voilà, mais Germinance, c'est une semencier chez qui j'aime bien aussi me servir. Enfin, voilà, en fouillant un peu sur tout ça, c'est par le net, hein. Ou des fois dans les magasins bio aussi, hein, voilà, on trouve Cocopelli, on va le trouver chez certains, dans les biocoop, peut-être Germinance aussi. Ok. Petite question. Pour commencer un petit jardin avec peu de soleil, auriez-vous 5 ou 6 espèces, légumes ou fruits à planter pour commencer? Alors, ben, peu de soleil, alors tout est relatif, je ne sais pas ce que la personne veut dire par peu de soleil. C'est vrai que s'il n'y a pas de soleil du tout, ça va être compliqué. En tout cas, il faudra éviter malheureusement les fruits du soleil, les tomates, enfin les légumes du soleil, mais les tomates, les aubergines, qui ont besoin quand même d'une certaine quantité de chaleur et de soleil pour fructifier. C'est-à-dire vous aurez peut-être les plants, mais vous aurez malheureusement peu de fruits, voilà. Donc après, on va plutôt se tourner vers des choses comme des salades, des choux. euh, on peut cultiver du persil, on peut cultiver euh, la coriandre, on peut cultiver alors en légumes. C'est sûr que tout ce qui est courgettes, aubergines, tomates, tout ça, ça a quand même besoin de chaleur et de lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, dans les fruits, je pense aux fruits des sous-bois, donc comme les framboisiers, les cassissiers. Tout ça, c'est des petits fruits à la base qui sont adaptés à de la mi-ombre. Donc, ça, on peut en mettre. D'ailleurs, moi, j'en ai au pied de certains arbres hein, qui produisent très bien. Bon, après, voilà, tout dépend. S'il y a vraiment 2 heures de soleil, ça va restreindre. Après, voilà, si c'est une demi-journée, bon, ça peut déjà. Après, il ne faut pas hésiter à essayer, en fait. C'est vrai que les gens ont tendance à, à- à pas vouloir tenter parce que peut-être en se disant ça marchera pas et tout ça. Et en fait, des fois, on est assez surpris. Euh, voilà. Ouais, je pensais à peut-être les poireaux aussi. Moi, j'ai même des fraises à mi-ombre qui donnent très bien. Voilà. Après, on n'hésite pas, on peut hésiter, on peut faire des strates, hein, euh, des plantations avec des- on appelle ça des hauteurs de légumes différentes. Donc, en fait, il y a plein de choses qui poussent très bien à la mi-ombre, finalement. Quelques questions également sur le paillage. Les matériaux, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Ouais. L'épaisseur du paillage. Ça va dépendre de la saison, ça va dépendre aussi des matériaux que vous avez. C'est vrai qu'il y a, alors, quand on parle permaculture, on parle de principes, et dans les principes, on essaye d'observer et de faire avec ce qu'il y a autour de nous, en fait. Et parce que ça serait pas très permacole ni très écologique de faire 50 km pour aller chercher une botte de paille chez un agriculteur bio, ou peut-être pas très économique non plus d'aller acheter du paillage de bois dans une jardinerie ou voilà. Alors qu'en fait, finalement, en regardant autour de nous, des fois, on est surpris, mais on a plein de choses. C'est vrai que, par exemple, il y a dans les personnes qui viennent à la maison, beaucoup ne savaient pas qu'on pouvait utiliser l'herbe de tonte, qui est en fait un engrais extraordinaire puisque c'est très très riche en azote. Donc c'est des choses qu'on peut très bien utiliser et mettre régulièrement. Donc déjà quand vous passez la tondeuse, ben, vous pouvez déjà utiliser votre herbe. Donc je le disais tout à l'heure, pas en couche trop épaisse. Et ça, vous allez à chaque fois, donc à la fois faire un paillage qui va disparaître assez rapidement. Hein, les paillages azotés vont disparaître plus vite et apporter de l'engrais à vos plantes. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut mettre au pied des fleurs, hein, des rosiers, des massifs de fleurs. Voilà, il y a donc
En termes d'épaisseur, si je le fais à l'automne, je vais mettre quasiment 20 cm. Là, je vais vous parler de foin, hein, par exemple. Donc, c'est une couche qui est assez importante, mais ces 20 cm, finalement, il va m'en rester entre 10 et 15 à la sortie de l'hiver, c'est-à-dire au moment où je vais planter moi, au printemps, parce que, en fait, ils auront déjà été en bonne partie mangés par toute la faune qui est dessous. Voilà. Le paillage sert aussi à ça, hein, donc à nourrir la faune qui va s'occuper du sol, en fait. Et après, si on veut faire au printemps, si on veut faire un paillage maintenant, par exemple, on ne va pas mettre 20 cm parce que ça va être un peu gros. Et surtout, on va bien mélanger paillage azoté et paillage carboné. Donc, de la tonte de gazon avec un peu de foin ou du broyat de branches si on en a fait pendant l'hiver. Vous pouvez même aussi mettre un peu de sure, hein, si vous faites du bois, si vous avez de la sure de bois, vous pouvez l'utiliser. Voilà, tous les déchets, si vous faites votre compost aussi, les déchets de cuisine donc, qui ont été compostés. Donc ça, normalement, on a un équilibre dans le compost, mais souvent, c'est vraiment plutôt la matière azotée. Donc, du coup, on peut l'utiliser pour cette matière azotée. Voilà, après, alors, on peut utiliser du carton aussi, des fois. C'est vrai que le carton, des fois, ça fait une espèce de polémique autour de ça. Moi, je n'utilise pas de carton chaque année, etc. Mais c'est vrai que pour démarrer une zone, ça peut être très bien. Parce que le carton, c'est du carbone, c'est de la cellulose. Hein, donc, en fait, ça va dégrader les vers de terre pour le manger. Vous l'avez peut-être déjà vécu, d'ailleurs, dans votre jardin. Si vous soulevez un bout de carton qui traînait dans le jardin, il y a des vers de terre dessous, ils viennent vraiment se nourrir de cette cellulose. Et donc il va être dégradé au bout de 6 mois à peu près, hein, ça dépend s'il a fait sec ou pas, mais il va se dégrader assez vite. Et bien sûr, le carton, on ne va pas le mettre sans rien dessus parce qu'il va s'envoler, et donc on met des branchages dessus ou du gazon. Mais en tout cas, c'est très bien pour démarrer une zone de culture, parce qu'il va empêcher l'herbe aussi de pousser, quoi. Donc on peut désherber même une zone en mettant du carton. D'ailleurs, moi, si je démarre une zone, je fais ce qu'on appelle les pas de carton. Donc, on fait une zone, vraiment, on ne touche pas le sol, rien du tout. Et on va mettre un carton, on va simplement faire des orifices pour poser la pomme de terre. Donc, on coupe le carton pour ouvrir. Tout ça, je l'ai expliqué sur mon site. Il y a des photos, tout ça, si vous voulez aller voir sur le site Un Jardin au Paradis. Comme ça, vous l'aurez en photo. Où on va poser la pomme de terre sur le sol. Le carton, lui, va faire office de couverture, en fait, pour éviter l'herbe qui était là de continuer à pousser et de faire la concurrence aux pommes de terre. Et sur ce carton, on va mettre les matériaux de paillage, le foin, voilà. Et vous aurez commencé une zone de culture sans avoir touché au sol, en ayant une production et en ayant passé très peu de temps finalement. Voilà. Peut-on prendre l'humus en forêt directement pour attaquer au printemps? C'est délicat parce qu'en fait, ça dépend. Si vous êtes propriétaire de la forêt, finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. À savoir qu'une forêt, ça a aussi besoin d'humus pour vivre. Donc, il ne faudrait pas non plus que tout le monde aille se servir en forêt et prendre de l'humus. Voilà. Si vous voulez démarrer au printemps, vaut mieux peut-être, alors si vous n'êtes pas propriétaire d'une forêt et puis que vous n'allez pas aller piller toute la forêt du voisin, vaut mieux peut-être aller acheter, pour commencer, du compost, si vous n'avez pas de compost. Mais finalement, l'humus va se fabriquer, si vous avez de la matière azotée et de la matière carbonée, l'humus va aussi se fabriquer au fur et à mesure du temps. Donc, c'est délicat comme question. Si vous avez une forêt, si vous êtes propriétaire d'une forêt, vous pouvez très bien prélever un peu d'humus. Vaut mieux finalement peut-être prélever des feuilles à l'automne. Comme ça, l'humus se fera aussi petit à petit. Et après, bien sûr, dans les pratiques, si on plante des haies, puisque les haies, finalement, il y a énormément d'avantages, on va pouvoir aussi bénéficier de la taille pendant l'hiver. Nous, c'est ce qu'on fait ici. On taille les haies l'hiver et on fait le broyat des branches. Et on va utiliser le broyat des branches directement sur les parcelles du potager.
ou au pied des arbres. Ok, merci. Quelles associations de culture sont favorables? Il y en a plein et alors c'est pareil, c'est une question qui revient assez souvent. En fait, quand vous prenez un livre, vous allez voir, il y a des associations, puis vous en prenez un autre, puis finalement, il y a d'autres associations. Donc c'est vrai qu'en fait, il faut revoir ça dans un contexte, en fait. Moi, j'ai essayé plein de choses, diverses et variées, et finalement, j'ai très peu, vu de mauvaises associations, en fait. C'est-à-dire que je crois que ça va aussi beaucoup dépendre du sol que vous avez. C'est-à-dire quand on commence à avoir un sol riche en humus, finalement, tout le monde trouve sa part, hein, puisqu'il y a à manger pour tout le monde, il y a finalement moins de concurrence. Moi, j'ai plutôt des. Voilà, je vais pratiquer des choses comme mettre des aliacés avec des carottes, donc des poireaux ou des oignons mélangés avec des carottes. Ça, c'est pour les prédateurs, voilà. Pour éviter donc l'odeur de l'un, en fait, repousse le prédateur de l'autre. Voilà. Donc c'est plutôt des associations comme ça que je vais faire. Ça, c'est des choses très très basiques qu'on va trouver un peu partout. Mais j'ai déjà mélangé des choux. J'ai déjà lu qu'il fallait pas mélanger des choux. Donc par exemple chou-fleur avec chou rouge et chou blanc sur une même parcelle parce qu'ils s'aiment pas. Ben, moi des fois ça m'arrive de le faire et j'ai pas vu qu'ils s'aimaient pas en fait. Voilà. Après, dans mon jardin, c'est vrai que mon jardin ne ressemble pas non plus à un jardin très aligné, très rangé, avec des monocultures sur des parcelles, en fait. Il y a quelque chose, il y a quelques variétés, enfin, il y a quelques légumes où je fais ça, simplement pour le côté pratique. Par exemple, des pommes de terre. Voilà, je ne vais pas mettre une pomme de terre à droite, une à gauche, une au fond, une parce que ça va être compliqué le jour de la récolte. Donc je vais plutôt faire des zones où il y a des pommes de terre, mais avec ces pommes de terre, je vais mettre du lin, je vais mettre des plantes en fait qui vont aussi être bénéfiques pour ces plantes. Le lin, on dit qu'il repousse le dorifort, voilà. En fait, dans mon jardin, c'est très mélangé légumes et fleurs, et c'est vrai que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je ne mets pas tous mes légumes au même endroit. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans des parcelles de monoculture. C'est très très mélangé en fait. L'altitude du jardin au paradis? 860 mètres. Non, ok. Quelles fleurs plantez-vous pour attirer les insectes nécessaires à la fertilisation? Plein, 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 plein. Je mets beaucoup de cosmos, donc les cosmos qu'on connaît, voilà, parce que toutes ces fleurs, en fait, avec des pétales, pour moi, j'appelle ça des aéroports, donc c'est très bien pour toutes les cirques. Il y a plein d'insectes qui adorent ce genre de plantes, parce que c'est facile pour s'y poser. Il y a du nectar, donc elles sont là, et puis après, du coup, elles vont pondre leurs larves dans certains insectes qui pourraient être ravageurs pour les légumes. Je mets des dahlias, je mets des cosmos sulfureux, je mets des zinnias, je mets des tagettes, comment on appelle ça, des œillets d'Inde, de la facélie, de la bourrache. Il y a énormément, énormément de fleurs chez moi en fait. Donc, ce qui permet aussi justement c'est ce qui me permet à moi aussi d'avoir beaucoup moins besoin d'intervenir finalement, puisqu'il y a un équilibre qui se crée en fait avec toute cette flore qui va attirer une multitude de faunes variées et qui va vraiment instaurer un équilibre dans le jardin. Il y a aussi beaucoup d'écosystèmes, on parle souvent d'écosystèmes. C'est vrai que la haie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un écosystème parce qu'en fait, j'ai donc tout mon potager est entouré de haies variées, hein, donc avec énormément de plantes différentes, des plantes qu'on va manger, donc haies fruitières. Moi, je fais de la vannerie, donc j'ai des
essences aussi pour faire les paniers, la vannerie. J'ai des églantiers, j'ai des noisetiers, donc plein de choses diverses et variées, qui fait que ma haie en fait est très vivante. Il y a énormément d'oiseaux qui sont là tout au long de l'année autour du jardin et qui sont en première loge, on va dire, pour dénicher la petite chenille ou le truc qui risque de manger un chou voilà. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibre. Moi, je ne gère pas du tout cet équilibre. Moi, je mets simplement plein de choses et je crée des écosystèmes où je vais attirer énormément de vie. Donc on a des mares, et c'est vrai que chaque fois qu'on crée un nouvel écosystème, on voit de nouveaux insectes apparaître comme par magie, hein, dès que on crée un lieu favorable à la vie, finalement la vie s'installe d'elle-même, que ce soit par des plantes ou par des insectes. Donc en fait, il y a énormément de vie, et en fait, toute cette vie crée en fait cet équilibre. Finalement, j'interviens quasiment jamais en fait. Je ne fais ni traitement avec des purins ou je laisse vraiment la chose se faire. Voilà, alors ça arrive que j'ai un légume malade, hein. J'ai peut-être un peu dévié là, hein, mais ça arrive que j'ai un légume malade, mais ce légume, je vais le laisser parce qu'il est attaqué. À partir du moment où il est attaqué, c'est vrai que ça va attirer les insectes, mais j'ai exactement, par exemple, le même légume à côté, qui est en parfaite santé, qui ne sera pas du tout attaqué, en fait. Donc, en fait, je laisse vraiment faire ça, et il y a beaucoup d'observations, en fait, dans cette méthode. Ok. Comment mettre mes semis de salade, par exemple, dans la paille, je rajoute du terreau. Alors là, je fais ça, c'est la méthode de Dominique Soltner, c'est-à-dire en fait, dès qu'on met des graines fines dans du paillage, c'est compliqué parce que les graines fines, elles n'auront pas, en fait, quand vous avez des graines, c'est la taille de la graine qui va définir en fait la réserve d'énergie qu'elle a pour pousser. Alors une grosse graine, on peut très bien la mettre sous le paillage, à condition qu'il n'y ait pas 20 cm, bien entendu. Et elle aura la réserve nécessaire pour traverser le paillage. Quant aux graines fines, du coup, on va les semer beaucoup plus en surface, et elle aura du mal à traverser le paillage. Et si vous mettez peu de paillage, en fait, toutes les graines présentes dans le sol vont profiter de la lumière pour pouvoir pousser. Donc, vous aurez beaucoup de désherbage. Alors moi, ce que je fais, c'est Dominique Soltner qui a sorti ça, donc était un agronome. Il a sorti un livre dans les années 90 qui s'appelle le jardinage naturel ou quelque chose comme ça. Bref, donc je fais un paillage, ce qu'on appelle un paillage de compost ou de terreau. Voilà. C'est-à-dire que je vais remplacer le matériau paille, foin ou BRF par du terreau. C'est-à-dire que je vais écarter, par exemple, sur ma zone où je veux semer mes carottes, je vais écarter mon paillage grossier, et puis je vais faire une couche de 4 cm environ de terreau. Et dans ce terreau, je vais créer un sillon, et là, je vais semer mes graines fines. Donc, ça peut être des radis, des salades, des carottes, voilà. Ce qui permet, en fait, aux graines qui sont en présence dans le sol, sous le terreau, de ne pas pousser puisqu'elles sont toujours à l'ombre. Elles ne pourront pas, à part les grosses, mais toutes les graines fines ne pousseront pas. À mes graines fines, à moi de pousser, et dans un matériau qui sera adapté à leur taille, en fait. Voilà, donc j'arrose. Par contre, à ce moment-là, il faut arroser quand même, hein, les graines fines, il faut les arroser. Et surtout que le terreau, ça a tendance à se dessécher assez vite. Donc je vais arroser jusqu'à ce que le planton, la plantule soit assez développée pour pouvoir se débrouiller toute seule. À ce moment-là, on va dire une carotte, si elle fait, quand elle a fait 10 cm, là je vais remettre mon paillage, du paillage grossier pour protéger les pieds et pour que l'eau reste dans le sol, en fait. Voilà, pour éviter le dessèchement. Le paillage, il sert vraiment à ça. Le paillage, il a énormément de fonctions, hein. Donc, évite le désherbage, évite l'arrosage, va nourrir la faune, donc créer de l'humus, du coup. Éviter la battance des pluies, éviter le dessèchement, et puis restreindre les arrosages. Donc, c'est beaucoup de bénéfices. Ok. Donc, on a un commentaire très intéressant. Reste à aller faire une visite chez Laure. Comment peut-on faire?
Alors, ben, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Oui et non, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle unjardinauparadis.fr. Donc là, je propose une fois par mois donc, ces fameuses journées d'initiation à la permaculture et aux pratiques agroécologiques, où sur toute la journée, je vais vous parler un peu de tout ce qu'on fait. Donc, vous aurez ce que je viens de vous dire en multiplié par 50, puisque je vais parler toute la journée. À la fin, vous aurez la tête comme un citron. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une journée d'échange où je vais répondre aux questions, aux différents projets, et puis bien sûr parler de ce qu'on fait ici. Et comme ça, vous aurez aussi le jardin en visu, comme ça vous vous rendrez compte aussi. Donc, je crois que jusqu'au mois de juin, c'est déjà complet, mais voilà, je propose en tout cas une journée par mois ici pour parler de ça. C'est des journées qui sont à tarif libre. Voilà. J'estime que c'est des choses, voilà, on n'est pas obligé, enfin, c'est un échange pour moi, voilà. Donc, je passe du temps à vous expliquer et après, vous faites comme vous avez envie par rapport à ce que vous avez envie de partager avec moi. Et puis après, j'organise 2 fois par été, normalement une fois en juillet, une fois en août, quand le jardin est en pleine production, des journées portes ouvertes. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est sur le site. Donc sur le site, vous avez les infos. Et puis si vous vous inscrivez à la lettre d'information, une fois par mois, j'envoie aux abonnés les ateliers, les dates des ateliers, des choses que je propose ici. Parce qu'en fait, je propose des choses moi, mais je fais aussi venir des gens très intéressants qui viennent proposer aussi des ateliers et voilà, donc toujours autour des plantes, l'utilisation des plantes. Mais ça, là, par exemple, les plantes tinctoriales, donc j'ai une amie qui est teinturière et on fait des journées comme ça sur les plantes tinctoriales, apprendre à faire des teintures, apprendre à faire tout un tas de choses avec des plantes. Voilà. Et je programme aussi des ateliers autour des plantes médicinales. Voilà. Donc ça, c'est des infos que vous aurez sur le site. Et après, je les transmets sur la page Facebook du jardin aussi. C'est toujours Un jardin au paradis. Peut-on associer potager hors sol en carré et permaculture? C'est difficile parce que, alors quand on est hors sol, alors ça dépend, c'est vrai que si c'est vraiment hors sol, c'est-à-dire on n'est pas du tout en contact avec le sol, je pense à ces bacs qui sont surélevés pour les personnes qui ne peuvent pas se baisser. Donc là, on est vraiment sur des microclimats extrêmes, hein, donc ça va demander pas mal d'arrosage. Mais je trouve que pour moi, qui est une passionnée du jardin, la façon de se nourrir en travaillant avec les plantes est plus importante que finalement le mot permaculture en lui-même. C'est-à-dire que, ben oui, bien sûr, si ça vous, non seulement vous nourrit, vous apporte à manger, mais en plus de ça, vous fait du bien, faites-le, c'est pas grave, on s'en fout de la permaculture finalement. Ce qui est important, c'est d'être bien et de pouvoir faire des choses qu'on a envie. Après, c'est vrai que si vous avez le choix, si vous n'êtes pas obligé d'utiliser des bacs, c'est préférable finalement de faire sans. Maintenant, c'est toujours pareil, il y a bac et bac. Moi, j'ai des zones, j'ai une zone où j'ai mis des planches donc qui retiennent, qui délimitent des parties, mais où je ne suis pas hors sol en fait. Je ne suis pas au-dessus du sol. Et voilà, donc après, quand on dit hors sol, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas de contact avec la terre. Voilà, donc ça ne vous empêche pas d'avoir des pratiques écologiques et pas traitées. Voilà. Mais vous n'aurez pas la vie qu'il y a dans un sol vivant. Voilà, vous n'aurez pas la même chose. Alors, merci à Nathalie qui a partagé le lien vers le site et vers la page Facebook sur le chat. Merci. Question
Alors, on me dit que le hors-sol, c'est pour éviter les campagnols Ah, d'accord. qui font la culture. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ravageurs, je vois une question, c'est et les limaces. Et les masses. Ça, c'est toujours les 2 ravageurs qui reviennent souvent et c'est vrai que c'est les ravageurs qu'on a ici, contre lesquels on est encore obligé de lutter. Tout le reste finalement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment un équilibre qui s'installe, hein. On n'a plus de pierriers du chou, on n'a pas de enfin ouais, on a plein de choses qui sont plus, qu'on n'a plus ici au jardin. Mais par contre, donc les limaces, nous, on fait du ramassage. Donc en fait, alors avant, on faisait de la découpe. C'est un peu cruel, mais on les découpait parce que c'est vrai que on pourrait utiliser du bleu, là, le fer à molle, ces choses-là. Malgré tout, c'est quand même, il y a quand même un impact, malgré ce qu'on lit sur les paquets, il y a quand même un impact sur la faune, type hérisson, etc. Puisque finalement, c'est quand même un poison. Et donc, ça peut avoir un impact sur la chaîne alimentaire. Et puis surtout, ben, d'accord, vous ne voyez pas les limaces mourir, mais bon, elles vont quand même mettre longtemps à agoniser et c'est quand même assez cruel. Donc finalement, quitte à tuer des limaces, ben, on s'est dit ben, autant que ça soit radical. Donc on y allait avec des ciseaux et on sortait le soir. On coupait des limaces. Puis au bout d'un moment, on a quand même eu un peu gros sur la patate de couper des limaces. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre solution. Et donc, on fait du ramassage. Donc, avec mon mari, on a une lampe torche chacun. On sort le soir. On fait ça environ 2 à 3 semaines au printemps. C'est-à-dire à partir du moment où moi, je mets les premiers plantons au jardin. Donc, les salades, tous ces trucs qui sont géniaux pour les limaces. Donc, à partir de ce moment-là, tous les soirs, en fait, on va sortir avec lampe torche. On a des pinces à saucisses, voilà, parce que les trucs qu'on utilise pour les barbecues, là, et des seaux, voilà. Donc, on a un seau chacun, une pince et la lampe torche, et on fait le tour des planches, et là, on ramasse énormément de limaces. Donc, quand je dis énormément, des fois, ça peut être plusieurs centaines par soir, hein. Bon, on a un grand jardin. Voilà, donc on se met une émission intellectuelle, comme ça on a l'impression de pas faire et on va ramasser de la limace. Et ces limaces-là, on va les jeter de l'autre côté du ruisseau. Alors, on a l'avantage de ne pas avoir de voisins. Je sais qu'il y en a déjà qui veulent, qui se disent ah mais génial, je vais balancer les limaces chez le voisin. Sauf que la limace, donc, elle peut faire 300 mètres pour revenir sur son lieu d'origine. Si elle a quelque chose à manger, elle sait que. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même la lancer assez loin. Et on peut donc la mettre derrière une rivière ou une barrière naturelle, en fait, qui va l'empêcher de revenir. Voilà. Donc, nous, on a un petit ruisseau qui donne sur un parc à vaches. Donc, on les met dans le parc à vaches du voisin. Donc ça, c'est pour les limaces. Et puis pour les campagnols, on a les pièges, les guillotines là. Donc c'est des pièges qu'on arme. Et en fait, alors il faut intervenir au début des ravages, si on voit qu'il y a un ravage, avant que toute la colonie soit au courant, hein, puisque c'est quand même, ils fonctionnent par grandes familles, et ça se développe très vite, les campagnols. Donc en fait, dès qu'on voit qu'il y a un premier ravage sur une plantation, on va chercher la galerie qui est autour de la plante qui a été mangée. On va chercher la galerie avec un pic, hein, on pique le sol dans un périmètre de 20 cm autour du trou, on va dire. Et quand on a trouvé la galerie, avec un plantoir à bulbe, pour ceux qui savent ce que c'est, donc c'est une espèce de cône en fait qu'on va planter dans le sol, on fait un trou qui va nous donner donc l'accès visuel à la galerie. Et là, on va mettre un de ces pièges guillotines. Donc, je sais qu'il y a une marque qui s'appelle Super 4 qui est très connue ici, en tout cas en Haute-Savoie, c'est une marque suisse qui marche très bien. C'est des pièges voilà, qu'on arme. On la trouve en jardinerie. Je crois qu'on la trouve chez Botanique, il me semble. Voilà, et donc on arme ces pièges-là et jusqu'à ce qu'on ait des fois on peut l'armer plusieurs fois parce qu'on a plusieurs individus au même endroit. Et à un moment donné, si pendant 12 heures ou 24 heures le piège n'a pas fonctionné,
on peut l'enlever et puis reboucher les trous, donc il n'y a plus personne. Et avec ça, alors nous, on a aussi 2 chats sur le terrain, quand même, et ça fait quand même un peu la différence, qui chassent régulièrement la nuit. Donc, voilà, avec ça, on arrive vraiment à pas du tout avoir de problème de campanule. Mais ça veut dire il faut quand même surveiller. Voilà. Si on laisse une invasion, ça va être plus compliqué quand même. Une autre question, avez-vous un statut agricole et si oui, quelle démarche avez-vous fait? Alors oui, j'ai un statut agricole depuis donc 2019. J'ai fait tout simplement, donc je suis allée voir la DEAR, donc c'est la branche en fait de la Chambre d'agriculture qui s'occupe des paysans, donc des petites exploitations. Donc je suis allée leur parler de mon projet. Et puis donc il faut, après c'est simplement en fait par rapport à la surface que vous avez. Et puis au nombre d'heures aussi sur lequel vous travaillez sur le terrain. Je ne vais pas dire l'exploitation parce que c'est pas du tout une exploitation. Voilà. Moi j'ai demandé ce statut pour pouvoir vendre en fait les produits type confiture, parce que j'ai énormément de fruitiers maintenant bien sûr. Et donc du coup toute cette surproduction de fruits, je voulais pas la laisser se perdre, donc en fait ça me permet d'avoir cette activité à côté pour pouvoir transformer les fruits donc en fruits séchés, en confiture, en sirop, etc. et pouvoir les vendre. Voilà. Donc ça me permet ça. Et puis j'ai un statut donc agricole, mais de cotisant solidaire. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas de sécurité, j'ai pas d'assurance avec ça, mais ça me permet de vendre les produits. Voilà. Je cotise peu, mais ça me permet de. Et ça me permet aussi d'avoir une double activité aussi. C'est-à-dire mon activité, j'ai gardé mon activité de musicienne à côté. Ok. Et ça, c'est la chambre d'agriculture. Hein. Annecy, vous renseignez. Puis l'ADR, c'est à Annecy aussi. Ok, ben il n'y a plus de questions. J'espère les avoir relevées à peu près toutes, Ouais. ou du moins tous les sujets, puisque certaines se rejoignaient. Voilà, je pense que là, il n'y a plus de questions. On a passé 1h30 à peu près ensemble. Non, une heure, pardon. Ouais. Donc voilà, donc merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je pense que c'est un sujet assez vaste sur lequel vous pourriez parler des heures et on pourrait vous écouter des heures. Ouais. Donc voilà, je pense que on a tourné autour d'une 40aine de personnes. Ah, il y a plein de questions qui arrivent là d'un coup. Paf. Ah voilà. Alors, et les poules. poules. Alors les poules, on en a eu, ouais, pendant que. Alors mes enfants sont grands maintenant, hein, ils sont plus ou moins partis de la maison. Ils sont là un petit peu de temps en temps encore, mais voilà. Donc on avait des poules pendant toute la période où les enfants étaient à la maison. Donc on les avait associés au berger parce que bien entendu c'est intéressant. À la fois parce que ça déparasite. Il y a beaucoup de parasites des arbres qui nichent dans le sol l'hiver, en fait, pour la reproduction, donc qui vont hiverner dans le sol et qui remontent au printemps. Donc ça permet aussi de pas mal de déparasiter. Ça permettait aussi aux poules de manger les fruits qui étaient au sol, hein, donc c'est une bonne association. Et puis quand les enfants en fait, quand on a arrêté les enfants, on a arrêté les poules aussi. Ça nous a permis de partir en vacances quand on voulait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on mange on mange des œufs, mais on a un voisin là qui a beaucoup de poules aussi et donc on va lui acheter des œufs à lui.
Mais oui, c'est aussi intéressant d'intégrer les poules. Ça vous permet aussi d'avoir de l'azote, hein, puisque les fientes de poules, c'est très chargé en azote. Donc c'est intéressant d'en avoir, ouais, au jardin, bien sûr. Faites-vous des stages de greffe? Non, je fais pas de stage de greffe. Nous, on a appris à greffer. On est allé faire un stage donc, au centre Terre Vivante à Mince, il y a, je sais plus, il y a peut-être 10 ans. Et donc là-bas, on a fait vraiment un stage avec euh, quelqu'un dont c'est vraiment le métier, hein, donc, qui a des très bonnes compétences là-dedans. On a hésité. Le truc, c'est que la greffe, ça se fait au mois de mars. C'est délicat parce que nous, on a fait, par exemple, le stage qu'on a fait, on fait des greffes sur table. Donc, ça veut dire qu'on a les porte-greffes sont là, sur une table. Ça demanderait une organisation quand même assez de personnes. Et du coup, je parle un petit peu des greffes aussi, des greffes qu'on pratique. Donc, j'explique. Après, le geste en lui-même, c'est pas très compliqué. C'est un espèce d'entraînement finalement pour avoir un geste à peu près le plus net possible. C'est la coupe doit être assez franche. Mais en tout cas, le concept de la greffe et comprendre ce qu'on peut greffer et comment on peut le greffer, ça, je l'explique dans les journées d'initiation. On dit qu'il y a Paysalp à Villon-Sala qui propose des stages de greffe. Oui, oui, il y a eux, il y a Mesmin, dont je vous parlais tout à l'heure aussi, je crois qu'ils font aussi des stages de greffe. Et il y a les croqueurs de pommes aussi, qui organisent des sessions de greffe aussi. Alors, on merci beaucoup pour vos conseils. Alors, il ne reste plus qu'à se lancer et ne pas craindre le regard des voisins sur son jardin. C'est vrai. Est-ce que justement, vous, vos C'est voisins vrai au que départ, ouais, alors moi je suis en pleine zone agricole. Ici c'est de la montagne à vaches, hein. Je suis entourée de vaches, moi, de paysans qui ont des vaches qui font du lait, hein, abondance, reblochon, etc. Et c'est vrai que les premières années, bah, ils rigolaient pas, hein, mais ils regardaient mon jardin en se demandant ce que je fais là et voilà. Maintenant, ils rigolent pas du tout. Ils rigolent beaucoup moins et ils voient que ça marche bien et c'est vrai qu'ils s'intéressent du coup. Donc c'est vrai que ben oui, effectivement, on se lance et puis quand on est un peu hors du cadre, on va dire, ben, ça peut en faire tiquer certains, ça peut en intéresser d'autres et tout ça. Moi, j'ai toujours suivi mes convictions, mes idées, et puis finalement, je me rends compte maintenant avec le recul que ben, j'avais peut-être raison aussi de faire ça, puisque ben, je vois que les temps changent, les pratiques changent, voilà. Et puis ben, le fait que j'ai pu accumuler ben, toutes ces connaissances, ça me permet maintenant de pouvoir les partager. Donc allez-y, foncez, et puis regardez pas le voisin. Puis même s'il vous regarde, ben, c'est pas grave. Faites un beau sourire et puis ça ira bien. estimez-vous que vous pourriez en vivre sans autre revenu? Euh, c'est difficile. Alors peut-être pas dans cette région. En fait, ça dépend. Moi, je connais des gens qui vivent, qui ont un mode de vie alternatif, qui vivent avec très peu, et qui cultivent, etc. Donc, pas de souci, ils peuvent en vivre. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez, enfin, on peut en vivre, oui, d'accord, mais ça veut dire il faut changer certaines de vos habitudes, peut-être. Peut-être, ben oui, vivre avec moins, vivre peut-être avec un peu moins de confort. Voilà, bien sûr que c'est possible. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas de terrain, si vous n'avez pas de... c'est compliqué.
il y a des charges à payer, il y a l'électricité, voilà. Donc ça dépend du mode de vie que vous voulez. Mais je pense que oui, ça pourrait être possible. Maintenant, de vivre de la façon dont nous, on vit ici, juste avec mes pratiques, ça serait compliqué, franchement. Parce qu'il y a les assurances, il y a l'école des enfants, il y a plein de choses qui sont déjà engagées et puis sur lesquelles on ne va pas forcément faire marche arrière. Voilà, il y a toute une série de remerciements. Voilà, merci pour cette super conférence. Grand merci pour vos réponses et partages. Félicitations pour ces informations positives dont on a bien besoin. Je rajoute moi, dont on a bien besoin en ce moment. Voilà, un grand merci pour ce partage d'expérience. Nul doute n'est permis quant aux bénéfices de vos pratiques. Vous êtes radieuse. Merci. Ça doit être grâce à mes parents un peu aussi. Sans doute. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a plus d'autres questions. On est encore 38, hein, ce qui est pas mal. On a eu un pic, je crois, alors j'ai regardé de temps en temps, le plus que j'ai vu, c'était 49. Donc, on reste encore nombreux. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors... Voilà, on me remercie moi aussi, merci, c'est gentil. Oui, merci. Ouais. Merci à vous de m'avoir conviée, invitée. Eh ben, écoutez, en tout cas, on est ravis, on n'est pas déçus de cette conférence. Maintenant, on espère avoir suscité des vocations chez tous les participants qu'il y a eu ce soir. Et maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller justement voir le site internet de l'OR, la page Facebook, voilà, pour prolonger un petit peu cette soirée. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, l'association pour le développement culturel d'Abondance remercie Laure vraiment. Et puis, on espère pouvoir prochainement se retrouver en vrai pour des conférences. Et puis, si jamais, on retentera sans doute l'expérience en visioconférence, mais c'est vrai on aime aussi pouvoir se retrouver, mais la période ne nous le permet pas forcément en ce moment, mais on aura d'autant plus de plaisir lorsqu'on pourra se revoir en vrai. Donc voilà, on garde les énergies positives comme on disait tout à l'heure. Voilà. Eh ben, belle soirée à tout le monde. Et puis, à bientôt. Ouais, Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.